Il n'est pas possible de comprendre l'origine du pouvoir des cartels mexicains sans revenir sur certains événements historiques importants. Le premier de ces événements concerne les immigrants chinois qui, au XIXe siècle, font découvrir aux Américains la consommation récréative de drogue, l'opium en l'occurrence. Cette consommation explose après la guerre de sécession et culmine au moment de la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Cette période verra l'apparition d'un des premiers cartels mexicains, le cartel du Golfe, en 1920. La prohibition prend fin en 1933 et les consommateurs de drogue ont alors une mauvaise image. Ils sont considérés comme des junkies amateurs de drogue illicite. Toutefois, cette parenthèse sera vite refermée dans les années 60, avec la guerre du Vietnam et le mouvement hippie. La consommation récréative de drogue connaîtra alors un nouvel essor. Durant cette période, les premières grandes organisations criminelles à distribuer la drogue, que ce soit la cocaïne, l'héroïne ou la marijuana, sont les mafias italiennes présentes aux États-Unis en lien avec la fameuse French Connection. La consommation de drogue ira grandissante et au Mexique, Pedro Aviles Pérez, trafiquant mexicain de marijuana, commence à poser les bases du plus puissant cartel mexicain, celui de Guadalajara. Mais la drogue vedette dans les années 60, c'est la cocaïne. Et dans ce domaine, le premier cartel latino-américain à véritablement répondre à la demande est celui de Medellín, organisé autour de Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, Carlos Leder, George Young, José Gonzalo Rodríguez Gacha et les trois frères Ochoa Vasquez. Le succès est tel que dans les années 70 et 80, le cartel peut récolter jusqu'à 60 millions de dollars par jour avec la vente de cocaïne. C'est grâce à cette puissance financière que se développe l'internationalisation opérationnelle du commerce de la drogue, principalement vers le Mexique et le Panama. En 1982, le général Manuel Noriega, à la tête de l'État panaméen, contracte même une entente avec Pablo Escobar, qui lui permet d'exporter de la cocaïne à partir de ses ports. L'autre route principale pour acheminer la drogue aux États-Unis est le Mexique, ce qui accentue le développement des cartels mexicains, particulièrement celui de Guadalajara qui devient le principal cartel du Mexique. Durant ces mêmes années 1980, le cartel de Medellín fournit 89% de la consommation de cocaïne aux États-Unis. Toutefois, à la fin des années 80 et au début des années 90, les principaux acteurs colombiens et panaméens du cartel de Medellín sont arrêtés ou abattus, soit par la police, soit dans des règlements de compte. La fin du cartel de Medellín ne signifie pas pour autant un arrêt dans le commerce de la drogue pour les cartels mexicains. Ils continuent leur coopération avec le cartel de Cali, qui a repris les rênes de Medellín. Or, en 1996, les 4 parrains de Cali se retrouvent derrière les barreaux. C'est cet événement majeur qui va paver la voie à la dominance mexicaine sur le commerce de la drogue vers l'Amérique du Nord. Pourtant, cette dominance arrive à un mauvais moment pour les cartels mexicains plongés dans l'affaire Enrique Camanera. L'agent Camanera était un agent de la Drug Enforcement Administration, la DEA, qui les avait infiltrés. Son assassinat par les cartels mexicains conduira à la chute du plus puissant cartel mexicain, celui de Guadalajara, avec à sa tête le parrain Miguel Ángel Félix Gallardo, qui sera arrêté et extradé aux États-Unis. C'est le début des années 90, et avec la fin du cartel de Guadalajara, le cartel de Sinaloa
devient la principale organisation criminelle du Mexique, avec à sa tête El Chapo. Au départ, le cartel de Sinaloa regroupe des cartels indépendants qui se forment entre les années 80 et la fin des années 2000. D'autres cartels indépendants émergent des ruines de Guadalajara, comme le cartel de Tijuana et le cartel de Juárez. À ces cartels, fondés par les anciens associés de Gallardo, s'ajoute le cartel du Golfe, qui possède une branche paramilitaire, appelée Los Zetas, fondée par d'anciens membres d'élite de l'armée mexicaine. Au départ, Los Zetas sont formés par 31 ex-soldats d'élite. Ils finiront par se séparer et former leur propre cartel. En 2001, El Chapo, qui était en prison, réussit à s'évader et parvient à devenir, en 2003, le plus puissant trafiquant de drogue du monde, selon le département du Trésor des États-Unis. Il est actuellement prisonnier aux États-Unis dans l'attente de son procès, mais son organisation, le cartel de Sinaloa, domine toujours le commerce de la drogue. Dans les années 90, le trafic de drogue devient la source financière la plus importante du Mexique, rapportant 30 milliards de dollars américains par an. Cette puissance financière permet aux cartels de corrompre le monde politique et les institutions chargées de les poursuivre. Dans les années 2000, un nouveau parti politique, le PAN, Parti Action Nationale, met fin à 71 ans de règne du PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel. Ce changement politique affecte les ententes entre le gouvernement et les cartels, qui entraîne un regain de la violence, mais ne change profondément pas les liens entre les cartels et le monde politique. Les éléments basiques d'une organisation criminelle reposent sur une organisation interne, une unité décisionnelle, des unités productives et le contrôle d'un territoire. Au niveau interne, la structure est hybride et pas forcément pyramidale. Par exemple, le cartel de Sinaloa possède une structure horizontale, un peu comme McDonald's, avec des filiales franchisées dans plusieurs pays. C'est ce qui explique pourquoi l'arrestation d'El Chapo ne signifie pas la fin de l'organisation. Il n'en reste pas moins que l'on retrouve dans l'ensemble des cartels 4 classes de membres. D'abord, la Asociación, où les membres ne sont pas officiellement des parties intégrantes du cartel, mais plutôt des unités externes associées. Ensuite, on trouve los oficiales, les soldats officiels du cartel. Le troisième groupe est composé des los narcotraficantes, ayant dépassé le stade du soldat pour gérer une partie de la distribution et collecter l'argent. Enfin, on trouve el corredor ou la junta directiva, qui constitue le conseil d'administration de l'organisation. Au-delà de ces catégories, le premier niveau d'un cartel est constitué des burreros, mules, qui sont chargés de transporter la drogue à travers les frontières. Viennent ensuite les halcones, faucons, de jeunes hommes chargés de surveiller les rues et de signaler les présences policières aux échelons supérieurs. Viennent ensuite les zorros, renards, un rôle souvent donné aux jeunes femmes qui infiltrent les autres gangs ou les forces policières et qui transmettent des informations au cartel. Après ce niveau de base, on retrouve à l'échelon supérieur les sicarios, les hommes de frappe, qui sont chargés des opérations comme les meurtres, les enlèvements et la défense des plazas, ces fameux territoires que possèdent les cartels. Puis, au niveau supérieur, on trouve les lieutenants, les tenientes. C'est la deuxième position la plus élevée dans l'organisation d'un cartel de la drogue. Les tenientes sont responsables de la surveillance des tueurs à gages,
des faucons sur leur propre territoire. Ils sont autorisés à commettre des meurtres discrets sans l'autorisation de leur patron. Enfin, au dernier échelon, on trouve les seigneurs de la drogue. C'est le poste le plus élevé du cartel. Il est chargé de superviser l'ensemble de l'industrie pharmaceutique, de nommer les dirigeants territoriaux, de former des alliances et de planifier des meurtres de haut niveau. Les principaux cartels au Mexique sont actuellement le cartel du Golfe, le cartel de Sinaloa, Los Zetas, Los Caballeros Templarios, Tijuana Juárez.